Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. L'intersaison NBA bat son plein, nos téléphones vibrent à peu près toutes les 5 secondes sous les notifications de Wojnarowski, Shams Charania, mais on a décidé de se poser un peu, prendre un peu de recul et d'analyser 10 gros dossiers de l'intersaison dans ce podcast en deux parties. On va donc en faire 5 aujourd'hui. Dans cette première partie avec moi, son équipe, elle a rythmé ce début d'intersaison et ça c'est en 4 ans de podcast, j'ai pas dû le dire souvent, c'est les Pistons d'Ilias. Comment ça va, Ilias? Bah écoute, plutôt pas mal. Un petit peu mitigé par notre intersaison, mais il y a du bon, il y a du moins bon. Et il y a une draft qui m'a fait plaisir pour une fois, en laquelle je crois potentiellement. Donc ça va plutôt pas mal. Et encore une fois n'est pas coutume, on va surtout parler des Pistons dans ce podcast. Ça fait partie de nos 5 dossiers. Son équipe a été un peu plus calme cette semaine et ces dernières semaines. C'est Tom. Comment ça va, Tom? Très bien, très bien. Équipe à mon image. C'est vrai, ouais, c'est vrai. On est dans la retenue. Voilà, dans la discrétion. C'est ça. Mais quand même, une équipe qu'il faudra suivre. Les Memphis de Grizzlies. J'avais même écrit sur mes fiches comment ça va dans le Tennessee pour prouver un petit peu ma géographie américaine était, tu vois, au point. Donc ensemble, on va décortiquer, comme je l'ai dit, 5 dossiers importants de cette intersaison. On va mêler trade, draft, free agency. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast et surtout sur YouTube. Petite pause habituelle comme d'habitude, puis Ilias, Tom et moi-même, on se retrouve pour tenter d'analyser 5 dossiers importants de cette intersaison. Lakers, Clippers, la bataille de LA. On démarque donc avec l'affrontement, avec un grand 1, qui devait rythmer la saison dernière. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, la bataille de Los Angeles. Une bataille ou alors une telenovelas, on ne sait pas trop vu ce qui s'est passé cette dernière semaine autour du cas de Montrezl. Parce que oui, Montrezl a fait le chemin des Clippers aux Lakers. Les Lakers qui ont aussi enregistré l'arrivée de Wesley Matthews, de Dennis Schroeder via un trade. Sans oublier la re-signature de Kentavious Caldwell-Pope, c'est arrivé quelques heures avant qu'on commence à enregistrer. Côté Clippers, en plus de la prolongation de Marcus Morris, il faut noter l'arrivée de Serge Ibaka et un autre trade pour l'arrivée de Luke Kennard. Mais avant de faire tout ça, Tom, tu m'as dit avant qu'on enregistre, faut qu'on fasse un point cap, Ben. Parce que les gens ne comprennent plus qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Alors, pourquoi c'est important, Tom? Pourquoi tu m'as alerté sur la nécessité de faire un point cap en ce début de podcast? Alors, plus que pour le cap, c'est sur la notion de hard cap. Vu qu'on est dans un marché où il y a très peu d'équipes en fait qui ont du cap space et la majorité de ces équipes-là vont utiliser la mid-level exception, ça a environ 9 millions de dollars, ou la taxpayer mid-level exception, donc environ 5 millions 7. Donc en fait, on est sur un marché où il y a très peu de cap space et ces équipes qui vont utiliser ce type d'exception, du coup, vont se hard caper au niveau de la prone tax. Il y a aussi la possibilité aussi de faire des sign and trade qui vont hard caper les équipes à la prone tax. Donc en français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, on a le cap qui est à 109 millions, on a la luxury tax qui est à 132 millions et on a ensuite la prone tax qui est 6 millions au-dessus de la luxury tax, donc qui est à 138 millions. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsque votre équipe est hard capée à la prone tax, il y a des choses qui changent. Par exemple, une équipe, quand vous êtes hardcapé à la prone tax, vous ne pouvez pas passer au-dessus de 138 millions à aucun moment dans la saison. Donc il n'y a pas d'histoire, on prend le salaire du joueur, ensuite on le transfère, du coup on le... Non. Tous les transferts qui sont réalisés avec la limite où à aucun moment dans la saison on peut dépasser les 138 millions. Donc du coup, ça c'est un premier problème. Donc du coup, dès qu'on utilise la full mid-level exception, on est outcapé à la prone tax. Autre chose avec la prone tax, c'est le compte des bonus sur le montant du cap. Là où par exemple, vous avez des bonus qui sont qu'on appelle likely bonuses et les unlikely bonuses, c'est-à-dire par exemple, on va prendre un exemple, un cas concret tout simple, hein, Dennis Schroeder qui doit avoir peut-être, si disons il a un likely bonuses, allez, 50 matchs 50 matchs en saison régulière et en unlikely bonuses, il a par exemple MVP. MVP. Il a MVP par exemple. Dans le cas, si l'équipe n'est pas handicapée, il n'y a que le likely bonuses qui va compter en fait dans le cap hit. Du coup, dans le montant du top. Par contre, quand vous êtes handicapé, vu que c'est une possibilité, quand on est handicapé à la prone tax, le unlikely bonuses compte aussi. Donc, disons si Dennis Schroeder, tout bêtement, il avait 5 millions dans les unlikely bonuses avec, disons, MVP,
Ça veut dire que son salaire compterait, il y aurait son salaire avec la possibilité d'être MVP, donc les 5 millions en plus qui compteraient du coup dans le cap parce que l'équipe est handicapée. Et comme même si c'est un unlikely bonuses, comme il y a quand même une possibilité que ça se réalise et qu'on ne peut jamais dépasser le montant de 138 millions, ben, le salaire compte plus. Et c'est un problème auquel les Bucks ont été confrontés, pas avec du coup le contrat de Jrue Holiday. Vu qu'ils se sont handicapés, ben, du coup, il y a les unlikely bonuses qui ont compté dans ce contrat-là. Donc voilà pour le petit point cap. J'espère avoir été clair. J'espère aussi que tu as été clair pour nos auditeurs. On va revenir du coup au trade. Et je sais, pour parler de cet affrontement, de cette bataille de Los Angeles, Clippers-Lakers, Ilias, tu as vraiment apprécié l'arrivée de Serge Ibaka du côté des Clippers. Pourquoi ? Bah écoute, à défaut de s'être affronté comme on l'attendait tous en play-off, on voit quand même que il y a une espèce de corrélation entre les différents mouvements des deux équipes. Alors déjà, la première surprise, parce que si on doit avancer chronologiquement, c'est quand même Montrezl qui, dans la nuit de vendredi à samedi, rejoint les Lakers. Je pense que celle-là, personne n'aurait pu miser dessus. Même si avec Alan, on avait prédit plus ou moins qu'il allait signer aux Hornets. Et apparemment, selon les différentes rumeurs, il était à deux doigts de le faire. Finalement, Rich Paul a décroché son téléphone et il a fait son taf à ce niveau-là. Donc, il rejoint les Lakers. Donc, première grosse surprise. Donc, il fallait forcément que les Clippers réagissent à cela et il leur fallait rapidement négocier la venue de Serge Ibaka. Ça a été fait et je pense que on est quand même face à des profils assez différents. On a un rôle relativement offensif opposé à celui qui sera plutôt défensif. Et je pense que les fans des deux équipes ont tendance un petit peu trop à minimiser l'apport des deux joueurs. C'est-à-dire que soudainement, pour les fans des Clippers, Harrell est devenu le pire des joueurs. Pour d'autres, voilà, Ibaka, ça ne reste qu'un défenseur ne sachant que tirer à 3 points. Je pense que c'est un petit peu plus complexe. Les deux joueurs viennent combler les manques des deux équipes à certains niveaux. Et après, il y a un point sur lequel quand même on doit insister, c'est que les Lakers, quand même, je pense, gagnent cette petite guéguerre, cette petite bataille, sachant qu'ils dépouillent de manière assez directe le 3e meilleur joueur de l'effectif des Clippers. Avec un simple move. Oui, même s'il y a peut-être débat, parce que, rappelons la re-signature de Marcus Morris, donc peut-être qu'il y a débat autour de qui est le 3e meilleur joueur de cet effectif. Je suis assez d'accord pour les Lakers. Moi, vraiment, ce qui m'a marqué du côté Lakers avec cette signature d'Harrell et ce qui s'est passé avec Schroeder, Wes Matthews et la re-signature de Kentavious Caldwell-Pope, c'est que Rob Pelinka, il est arrivé en 2017. On a donc 4 free agency de Rob Pelinka, dans les archives, et je trouve qu'il y a quand même il y a une constante, c'est qu'il donne beaucoup de valeur aux joueurs athlétiques. Si on se souvient de qui les Lakers vont chercher à free agency, ils vont chercher que des joueurs avec de la dimension athlétique. On a souvent mis en avant la défense, mais je trouve que le choix d'Harrell montre que c'est plus la dimension athlétique que la défense. C'est vraiment marquant. Essayez de vous remémorer tous les joueurs qu'ont signé les Lakers sur ces dernières années, et même acquis avec des trades. Il y a vraiment cette volonté de la dimension physique que je mets en avant. Et je trouve ça super intéressant de voir parce qu'on savait pas trop ce qu'était Rob Pelinka, le GM, et visiblement c'est quelque chose il donne beaucoup de valeur à ça. Ensuite, je suis assez d'accord. Autre chose, excuse-moi de te couper Ben, il y a peut-être aussi autre chose, c'est que les Lakers ne dérogent pas à leurs règles, qui depuis maintenant 1 an est de continuer à miser sur des intérieurs. C'est-à-dire que dans une NBA moderne où justement on a tendance à beaucoup s'écarter et donner énormément de valeur au shoot extérieur. Il suffit de se fier un petit peu aux contrats qu'ont signé justement des gros pourcentages à 3 points comme Marcus Morris, Joe Harris ou Davis Bertans pour voir qu'il y a une sacrée valeur. Mais j'ai l'impression que les Lakers, eux, ils restent dans la continuité de ce qu'ils ont fait pendant la saison dernière et de leur titre obtenu, c'est-à-dire brutaliser les équipes d'en face à l'intérieur. Et là, je pense qu'entre la présence de LeBron, de Anthony Davis et de Harrell, qui est un scoreur quasi exclusif dans la raquette, je pense qu'il continue dans cette voie-là et je pense qu'avec quelques petites pièces autour, ça va continuer à être très, très, très dangereux. À noter aussi, et je te donne la parole Tom, je trouve aussi qu'on voit que Pelinka ne met pas beaucoup de valeur au fit. C'est-à-dire qu'il donne plus, je pense, de valeur à la puissance de feu qu'au fit. Enfin, je trouve... c'est Anthony Davis. oui, mais il y a des joueurs qui auraient, on a vu ça avec les Cavs, il y aurait des GM qui se seraient contentés de mettre que des 3&D, aligner les 3&D et on joue comme ça. Je trouve que Pelinka
continue de montrer, ça aussi c'est une constante, qu'il veut un deuxième porteur de balle, parce qu'on a souvent fait l'affiliation Schroeder-Rondo, elle est évidente. Montrezl, je sais pas sûr, enfin, personne ne voyait ce deal-là arriver, donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de pas jouer Kofi. Tom, je t'en prie. Alors, moi, je suis pas trop fan de la signature de Montrezl, en tant que valeur terrain, puisque je pense pas que c'est un joueur qui va être présent dans leur closing five, qui pour moi est du coup le 5 majeur le plus important, et ce sera Anthony Davis le pivot. Et du coup, LeBron James sera probablement, peu importe sur le terrain, enfin c'est LeBron James, mais je pense qu'on aura plus, par exemple, une raquette entre guillemets LeBron James, Anthony Davis, et je vois pas Harrell fitter là-dedans. Et du coup, utiliser 10% de ton cap space et te hardcaper pour un joueur qui ne sera pas dans ton closing five, pour moi, je trouve pas que c'est une bonne utilisation de tes ressources. Après, avoir mon trésor sur un contrat comme ça te permet d'avoir un contrat intermédiaire si tu veux monter un trade à la trade deadline, par exemple, avec Kuzma, puisque la ballast, entre guillemets, de salaire d'Annie Green est partie dans l'échange. La balle Danny Green est partie dans l'échange pour Schroeder, Schroeder. et KCP qui a re-signé avec ses bird rights à une clause tacite, puisque sur sa première année, tu ne peux pas le transférer tout de suite. Quoique non, il a signé sur 2 ans, donc il n'a pas de note. Il a signé. Puis je trouve qu'aussi Harrell reste un joueur qui aura de la valeur en saison régulière, et peut-être qu'il sera pas dans le 5 qui finit, mais c'est une saison régulière. Enfin, moi je m'inspire beaucoup de ce qu'on voit au foot, c'est l'hécatombe au foot. Donc les joueurs qui vont enchaîner 2 saisons régulières très rapidement, avoir peut-être des joueurs qui vont jouer et dans l'impact comme à Montrezl Harrell, ça peut avoir du sens. Ouais. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on avait plus ou moins noté l'an dernier, pendant toute la saison et même à l'entrée des playoffs, lorsqu'on s'était tous réunis pour faire notre grand podcast d'avant playoffs, on avait justement un doute sur la capacité à amener du danger venant du banc côté Lakers. Finalement, les role players ont fait leur travail pendant les playoffs, c'était assez facile avec des facilitateurs comme Anthony Davis et LeBron James. Mais je dirais que là, si tu fais sortir potentiellement de ton banc les 2 meilleurs 6e hommes de l'année dernière, et qui sont quand même loin d'être cramés et qui ont quand même de chaque côté du terrain des qualités assez intéressantes. En tout cas, concernant Schroeder, il est capable de jouer des 2 côtés du terrain. Harrell, c'est quand même quelqu'un qui est capable sans problème de t'amener entre 15 et 20 points par match. Là, je pense que c'est aussi un très très bon moyen d'économiser des joueurs comme Anthony Davis et LeBron, qui avaient quand même pas mal tiré sur la corde l'année dernière. Et justement, comme tu le soulignais, Ben, je pense que cette profondeur gagnée par les Lakers et cette capacité à faire plus pour Montrezl et pour Schroeder que des joueurs comme Rondo, qui étaient pas mal injury prone, ou comme des joueurs comme Dwight Howard, qui étaient assez limités, que tu pouvais pas non plus mettre dans tout type de circonstances. On a vu par exemple que dans la série face à Houston, il a quasiment pas joué. Même par moment, face à Miami, il a été un petit peu mis en retrait. Là, je pense qu'avec ces 2 joueurs-là, tu peux quand même leur accorder un certain nombre de minutes. Et pour le cas Harrell, on doit quand même partir du principe que même s'il n'était amené à ne pas finir les matchs, c'est quand même quelqu'un qui va jouer contre des 2e 5 NBA. Et c'est justement là ce qu'on a vu avec les Clippers, c'est qu'on lui demandait à un moment de jouer avec les premiers, et ça c'est là où est venue la difficulté. D'ailleurs, à noter, moi Schroeder, je me demande si les Lakers ont OKC 2019-2020, Schroeder, c'est un vrai problème. Parce qu'on parle d'un mec qui passait de 33% en carrière à 3 points à 38. Enfin, si ça reste comme ça, c'est un vrai problème. Et très clutch, Schroeder. À voir si c'était pas inscrit dans un contexte OKC où tout marchait. Les Clippers maintenant, parce que les Clippers, il s'est passé quand même des choses. Serge Ibaka, Luke Kennard, re-signature de Marcus Morris. T'en penses quoi, Tom? Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est je n'ai toujours pas ce porteur de balle dans le 5. C'est ça veut dire que tu crois pas en Luke Kennard. Je m'excuse pour Ilias, mais porteur de balle numéro 1. Non, j'y crois pas. D'ailleurs, ma prédiction Rondo a failli se faire, les gars. Oui, ça s'est joué à rien. Moi, contrairement à toi, je trouve que voilà, les Clippers, ils ont perdu la saison régulière, mais je pense qu'avec l'arrivée d'Ibaka, ils ont gagné un membre essentiel pour les playoffs. Après, alors, je suis d'accord avec toi, il manque ce playmaker. Mais pour moi, le playmaker, il est dans l'effectif et c'est Paul George. Paul George ne peut pas se contenter, entre guillemets, d'être Klay Thompson. Paul George ne peut pas se contenter d'être Klay Thompson, il doit avoir plus la balle en main, prendre plus de responsabilités balle en main et assurer la création comme il le faisait à Indiana. Parce qu'à Indiana, certes, il avait des passages off-ball, mais il avait aussi pas mal de passages où c'était lui qui gérait la gonfle. Et je pense que
il a montré parfois, cette saison qu'il était capable de porter la balle, de gérer l'attaque. Après, je trouve que, tu vois, l'échange qu'ils ont réalisé pour Shamet, qui est plus un shooter exclusif, et Kennard, qui a un peu de jus, entre guillemets, sur pick and roll et sur la création, je pense que c'est quelque chose qui va permettre d'apporter une certaine variation et qui va te permettre de ne pas être obligé de faire jouer Lou Williams tout le temps. Mm. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Encore une fois, il faut que Kennard soit en santé. Mais je trouve que globalement, en fait, les Clippers, ils ont raccourci leur rotation en saison régulière. Donc, ils ont moins d'armes théoriques, mais ils ont plus d'armes réelles à faire jouer en playoff. Et je pense que c'est ce qui est plus important. Voilà, je voudrais bien, du coup, parce qu'on était parti sur Ibaka, mais ensuite on est parti côté Lakers, ton avis sur Ibaka, Ilias. Moi, je me rappelle lire un article il y a quelques mois là-dessus. Ibaka, je trouve, c'est le joueur entre ce qu'il est sur le terrain et le discours qu'on a de lui, c'est extrêmement écarté, en fait. Enfin, il y a un vrai gap. Je suis d'accord avec toi, excellent joueur, c'est-à-dire je pense que c'était le très bon choix à faire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas empiler, on va dire, des guirlandes de superlatifs sur le nom d'Ibaka. C'est une très très bonne recrue, mais je pense pas non plus que ça fasse passer un step aux Clippers. C'est-à-dire que pour moi, ça les conforte dans le statut qu'ils avaient déjà l'an dernier. Ils sont pour moi ni plus forts ni moins forts. Après, il y a juste un élément qui est important par rapport à Harrell, sachant que forcément la relation se fait rapidement, il y a des passerelles entre les deux, c'est que dans la capacité de switch, Ibaka te propose quand même beaucoup plus de choses. On va pas revenir sur les capacités défensives d'Ibaka, mais on a vu par exemple sur pick and roll que Jamal Murray lors des derniers playoffs, il s'est assez régalé sur Montrezl Harrell. Et Ibaka au moins te propose ça, c'est-à-dire être capable de switcher sur des joueurs de périmètre et donc pouvoir t'apporter, on va dire, une assise défensive supplémentaire. Et en plus, on va rajouter à ça, je pense, ce dans quoi il excelle le plus, c'est-à-dire aussi la protection du cercle. Je suis moyennement d'accord sur le switch parce qu'il s'est fait manger dessus par les Celtics, hein, Ibaka. Ils l'ont vraiment attaqué dans la série. C'est Kemba, ouais, mais il y a Kemba aussi, il faut le suivre. Hein. Ouais. Oui, il faut. Mais là, il y aura Jamal Murray. Vous êtes difficiles, les gars. Vous êtes difficiles avec. Non. Ce que je dis, c'est que c'est peut-être mieux que Montrezl Harrell, mais c'est pas tellement. C'est en fait, je trouve quand même qu'on présente Ibaka comme un défenseur qu'il n'est peut-être plus. Je trouve vraiment intéressant ce qu'il offre sur le shoot et ça va permettre d'écarter ce qui va révolutionner un peu la vie et permettre peut-être notamment à Paul George d'arrêter de vivre derrière la ligne à 3 points et peut-être de plus pénétrer. Mais je trouve que Ibaka n'est plus l'encre défensive qu'il a été. Enfin, il a 31 ans, il a beaucoup de campagnes en playoff dans les jambes. C'est plus ce que je veux dire par là, c'est que tu peux plus le mettre au milieu de ta défense et espérer qu'il va pouvoir faire la protection du cercle, switcher, etc. Je pense qu'il peut le faire sur séquence. Il y a une dernière chose qu'on pourrait aborder, c'est que il faut savoir que maintenant la très grande majorité des tirs pris par Ibaka se font quand même à l'extérieur de la raquette. C'est devenu un excellent shooter à 3 points, en tout cas pour son profil d'intérieur. Il y a après quelque chose qui me dérange. On a vu que ils n'avaient plus de solution, les Clippers, dans la série face à Denver, dès l'instant où ils n'arrivaient plus à mettre à l'extérieur. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, avec la perte d'Harrell, tu perds quand même du scoring dans la raquette. C'était quand même quelque chose d'assez garanti avec la présence d'Harrell. Mais là, on a encore un joueur qui s'écarte. Marcus Morris est un joueur qui s'écarte. Paul George, d'où le fait d'aborder le fait qu'il redeviennent peut-être un peu plus le Paul George d'Indiana. Kawhi maintenant il est beaucoup plus dans le 3 points et dans le mid-range. Moi j'ai quand même besoin d'autre chose que du simple et unique Zubac pour pouvoir apporter quand même un peu de scoring intérieur. Et on voit quand même que les Lakers sont quand même commencé à réouvrir la voie des joueurs qui sont capables de t'accorder, on va dire, des shoots à haut pourcentage. Les tirs près de la raquette, c'est forcément les plus simples à mettre. Sans oublier que tu perds aussi un mec pour tout simplement attraper des lobes, en fait. Ils ont plus de joueurs comme ça, les Clippers. Enfin, celui le plus... Ibaka, exemple concret de l'évolution d'Ibaka. Ibaka n'est plus l'Ibaka d'Oklahoma City à qui t'envoie des lobes. Complètement. Donc, peut-être de ça aussi, c'est vrai. Ça pourrait être une équipe très dépendante de ça. D'où, encore une fois, il était dans notre DH20. On lui remet la pression à Paul George de retrouver son jeu d'avant.
On va rester en Californie, les gars. On va parler des Warriors. On en a déjà parlé dans l'épisode d'avant. Malheureusement, il s'est passé une chose et une triste nouvelle. C'est la rupture au tendon d'Achille de Klay Thompson. Donc, il ne jouera pas avec les Warriors vraisemblablement cette année. Et là, la stat, elle est terrible, les gars. Si, dans le meilleur des cas, il revient pour l'entame de la saison 2021-2022, ça fera 28 mois qu'on l'a pas vu sur les terrains NBA. 28 mois. Bon, note plus positive, la draft de James Wiseman, l'arrivée de Kelly Oubre dans un trade avec forcément le Thunder, vu qu'il y a il y a des tours de draft en échange. Je te donne la parole cette fois-ci. J'avais donné l'explication à Tom pour le cap pour la partie sur Lakers Clippers. Tu retiens quoi là-dessus? Je pense qu'on doit retenir quand même peut-être Klay Thompson et la saison blanche qui s'annonce encore une fois pour lui. C'est ça. En fait, il fait pas bon d'être un Warrior ces dernières années. Enfin, en tout cas, ces 2-3 dernières années, entre ce qui est arrivé à Boogie Cousins, entre ce qui est arrivé à Kevin Durant en finale NBA, lors de cette même finale NBA, on a Klay Thompson qui se fait les croisés, qui revient et qui lors d'un entraînement se fait maintenant le tendon d'Achille. D'ailleurs, il a fait un petit peu l'inverse de Marcus Cousins à ce niveau-là. Mais ce que je vois, c'est que malgré cette blessure, les Warriors ne changent pas leur fusil d'épaule et ils veulent rester compétitifs. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ont fait aussi ce trade pour Kelly Oubre. Ils ont cherché à rapidement combler le vide laissé par Klay Thompson et il sera énorme parce que même si Kelly Oubre est capable de shooter, il va falloir quand même un petit peu remodeler le modèle Warriors. Tu pourras plus jouer comme à l'époque des Splash Brothers et des Warriors de la version Kevin Durant. Mais là, je pense que on est quand même dans un downgrade à ce niveau-là, c'est-à-dire que les Warriors que je ne voyais pas plus beaux que ce qui était décrit dans différentes previews, moi je les situais plus aux alentours de la 5e ou 4e place à l'Ouest. Là, j'ai quand même l'impression que ça va être une saison dans laquelle on va devoir beaucoup solliciter Steph Curry et dans laquelle aussi un joueur comme Draymond Green devra faire son travail de leader défensif et essayer d'accompagner des joueurs comme Pascal et comme James Wiseman dans le développement. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que voilà, les Warriors devaient rejouer le titre cette année, ou en tout cas redevenir un contender sérieux. Et je pense pas qu'ils pourront l'être. Et je pense que Tom pourra revenir là-dessus un petit peu. Leur salary cap est assez problématique. Et que faire maintenant aussi du contrat d'Andrew Wiggins? Quand on a parlé de salary cap problématique, j'ai vu Tom acquiescer. Tom, c'est vraiment problématique à ce niveau-là. C'est un salary cap qui est vraiment problématique puisque si on reprend les salaires des joueurs, on a Stephen Curry qui est à 43 millions, Klay Thompson qui est à 35 millions, t'as Andrew Wiggins qui est à 29,5 et Draymond Green qui est à 22. Et là, tu viens de rajouter tu viens de rajouter Kelly Oubre. Donc Kelly Oubre, comme les Warriors étaient déjà au-dessus de la luxury tax, Kelly Oubre, en vrai, il leur a pas coûté juste son salaire puisqu'ils ont récupéré son salaire dans la trade d'exception qu'ils avaient reçu des Grizzlies du coup qui avaient ingéré le contrat d'André Iguodala. En fait, comme ils étaient déjà au-dessus, ils étaient déjà dans la taxe les Warriors et rajouter le salaire à peu près 14 millions de Oubre, ça leur a rajouté environ 82 millions de taxes. Puisqu'en gros, quand tu arrives puisque la luxury tax, c'est quelque chose de punitif, et plus tu vas profondément dans la luxury tax, plus les pénalités augmentent. Donc, à partir du moment où tu as plus de 20 millions de luxury tax, chaque dollar dépensé te coûte 3,75 $. Donc, en gros, si chaque dollar dépassé te coûte 3,75 $. Donc en gros, si tu ingères un salaire à 10 millions et que tu es déjà 20 millions au-dessus de la luxury tax, en gros, ce salaire-là, il te coûte 37 millions 5 avec la taxe. Donc je trouve que ça fait très cher pour Kelly Oubre. Je trouve que ça fait très cher. Ah, c'est pas une amende prise sur le périph'. Clairement pas. Ça fait très cher pour Kelly Oubre, mais après je trouve que si les Warriors veulent rester compétitifs, puisqu'il y a aussi l'histoire de il faut quand même montrer à Steph Curry que tu veux continuer à être compétitif, puisque lui aussi peut-être que il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. L'année dernière, il a raté déjà la saison.
il faut lui montrer que tu as envie d'être compétitif et que lui montrer, je pense que le propriétaire est prêt à dépenser pour avoir une équipe compétitive. Et ça, je pense que c'est très important. Montrer que le propriétaire est prêt à dépenser de l'argent pour garder une équipe compétitive. Et c'est ce qu'ils ont fait là. Donc après, d'un point de vue terrain, je trouve que l'arrivée d'Oubré, c'est plutôt intéressant pour eux dans le sens où c'est une équipe qui manquait d'athlètes. Je trouve il manquait de dynamisme. Tu C'est vois, vrai. enfin, tu vois, Steph Curry, Draymond Green, tu as le poids des années, voilà, ils ont eu pas mal de runs intéressants en playoff, et tu manquais de l'athlète, vraiment le côté athlétique, dynamique, et avec du coup Wiseman, Oubre et Wiggins, je pense qu'ils ont retrouvé un petit peu de dynamisme sur le jeu de transition, des choses comme ça. Et je pense que les Warriors l'an prochain, ce sera plus une équipe comme ça qu'une équipe vraiment de demi-terrain. Ouais, d'ailleurs, pour l'occasion, vu qu'ils ressortent les maillots We Believe de l'époque de Baron Davis, c'est peut-être une manière de calquer le modèle. Mais de toute C'est façon, possible. pour pouvoir reproduire le modèle qui a été le leur toutes ces dernières années, il faut une qualité de shoot hors du commun. Ce qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus Kevin Durant, ils n'ont plus Klay Thompson. Tu es obligé de passer à un autre modèle. Donc là, je pense qu'on va aussi pouvoir mettre rapidement le doigt sur les véritables capacités de coaching de Steve Kerr qu'on connaît bonne. Mais je pense que là, voilà, il est face quand même à un défi parce qu'il a un effectif composé de superstars, de joueurs de devoir, de rookies, de joueurs qui ont aussi une capacité, je dirais pas incontrôlable, mais on sait que Kelly Oubre, il a été un petit peu déjanté par moment, donc ça sera intéressant de voir tout ça, mais après, je pense pas que les Warriors pourront véritablement rêver de titre. Je pense que ce serait assez utopique de notre part d'annoncer un truc pareil. Ouais, Moi, je pense que c'est l'équipe qui a le plus de variance entre son niveau plafond et son niveau plancher, vraiment. Quand tu fais une map, en gros, des grosses équipes, entre guillemets, à l'ouest, c'est l'équipe qui a vraiment énormément de variance, puisque Steph Curry, on ne sait pas comment il va revenir, et est-ce qu'il est capable de ressortir une saison de type MVP, parce que c'est ce qu'il va falloir, hein, s'ils veulent aller en playoff. Draymond Green, il y a eu des inquiétudes par rapport à sa santé. Est-ce qu'il est capable d'être cette encre défensive? Et est-ce que le fait qu'il n'y ait plus deux shooters all-time à côté de lui, ben comment les défenses vont réagir? Puisque là, tu n'as plus que les Thompson. Hein. Tu as Kelly Oubre, on le laisse shooter, on resserre Draymond Green. Il aura beaucoup moins d'espace pour pouvoir s'exprimer et faire exprimer tout son jeu de passe. Hein. Donc puis ça, tu vas jouer avec comment... un vrai pivot en plus. Et Enfin, joueuse, un voilà, vrai c'est ça. entre guillemets. C'est ça. Donc je pense que un pivot qui n'est pas playmaker, puisque il a joué avec Mhm. Bogut, voilà, il a joué avec Iguodala qui est plus playmaker. Là, ce sera le seul, entre guillemets, playmaker Bah, qui pourra décharger Steph Curry et ça va totalement changer diamétralement, ça va changer diamétralement les Warriors. Et du coup, je trouve que c'est une équipe qui a énormément de variance, puisque quand tu regardes le 5 majeur des Warriors et quand tu regardes ah oui, le banc Ouais, des le banc, Warriors, c'est ah une c'est catastrophe. Mhm. un désert. c'est Ouais, mort. Mais d'ailleurs, c'est ce qui les rendait si intenables ces dernières saisons, c'est-à-dire que tu ne pouvais doubler personne dans cette équipe. Et c'est la raison en fait pourquoi des joueurs comme Curry, Thompson et Durant en même temps donnaient leur plénitude, parce que tu ne pouvais doubler sur absolument personne. Tu ne pouvais pas cibler un joueur en particulier. Et c'est ce qui les rendait indéfendables et ce qui, selon moi et selon beaucoup, en faisait la meilleure équipe de tous les temps. Mais là, tu vas clairement pouvoir cibler Steph Curry. Donc là, je pense que les Warriors n'ont pas encore fini totalement de modeler leur effectif. Et tu faisais référence à Bogut et je pense que il y a une news qui est tombée la nuit dernière. Les Warriors tenteraient de récupérer Marc Gasol. Peut-être dans l'objectif de reproduire un peu ce que Bogut faisait, c'est-à-dire poser des pics, essayer de travailler un peu en tour de contrôle, un peu à l'image de ce que Bogut faisait, et faciliter un petit peu via les écrans le travail d'un joueur comme Steph Curry. Mais au final, voilà, tu n'as ni l'équivalent d'un Kevin Durant, ni l'équivalent d'un Klay Thompson. Donc, tu vas devoir faire avec d'autres joueurs. Et ça, c'est quelque chose que Steph Curry n'a pas fait depuis très longtemps. Puis moi Marc Gasol, je comprends parce que déjà, ça serait un bon renfort. Mais comme tu l'as dit, Tom, avec la dimension athlétique, tu joues pas du demi-terrain avec Wiggins, Wiseman et dans une autre mesure Oubre en fait. Donc voilà. J'avoue que j'ai pas grand-chose à rajouter. Vous avez été très complet. À noter quand même que le propriétaire Joe Lacob, il prouve quand même ces derniers temps qu'il veut bien dépenser parce que là, il dépense beaucoup. Il y avait le plan qui avait été retoqué avec des outils de 50%, ouais.
Ouais, de dépistage, de réussir à remplir le Chase Center de 50%. Visiblement, ça a été retoqué par certaines administrations, donc ça passera pas. Mais enfin, vraiment, on voit que les Warriors essayent toujours d'être voilà à l'avant de l'innovation, mais ça va être compliqué. J'avoue, je m'exprime pas trop sur ce sujet, parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière avec Adrien et c'était qui la semaine dernière? J'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Bref, avec Adrien et on était avec Madiane. Oula, je m'excuse, Madiane. Je m'excuse, j'avais un trou de mémoire. On a trop de podcasts à enregistrer en ce moment. Et du coup, à noter pour on reste connecté du côté des Warriors, mais ça va être une intersaison et une saison très intéressante. J'ai gardé ma salive parce qu'on va passer sur Washington. Et c'est moi, parce qu'on vous a dit, il y a eu des dossiers et tout. J'ai, tel un journaliste dans une conférence de rédac, j'ai appuyé pour qu'on parle de ces Wizards. Parce que déjà, ça me saoule de tout le temps parler des 5 mêmes équipes. Et puis surtout, il y a eu la demande, on va pas passer longtemps dessus, mais il y a eu la demande de trade de John Wall. Et pour moi, c'est quand même symbolique parce que je regardais, mais John Wall, ça fait 10 saisons qu'il est du côté de Washington. Et en NBA actuellement, il y a que 2 joueurs qui ont à leur actif plus de saisons avec la même franchise. 11 pour Stephen Curry dont on parlait et 17 pour Udonis Haslem avec le Heat, parce que Udonis Haslem, oui, a encore une fois re-signé en début de free agency à ce niveau-là. J'avais regardé les stats, je crois qu'il a pas joué plus de 50 matchs sur les 5 dernières saisons. Dans le rôle aussi avant d'être transféré. Ouais, mais dans le rôle de Udonis le grand frère, faut quand même préciser qu'il joue. Oui, pas, c'est ça. Ouais. Entraîneur-coach. Voilà. Entraîneur-coach. Totalement. Et moi, je trouve juste, je voulais faire un petit point de John Wall parce que c'est quand même, c'est dans une NBA où c'est rare que les mecs fassent un contrat et demi dans la même franchise. Il a entré dans son supermax qui fait tant couler d'encre et le voir demander un trade. Alors déjà, ça prouve peut-être qu'il a pas eu conscience du bon timing quand demandait son trade, mais c'est surtout, ça met Washington dans une situation d'embarras assez incroyable, je trouve. Oui et non. Après, Washington, la façon dont ils ont agi là sur le marché, ils n'ont pas agi comme une équipe qui allait transférer John Wall. Ils ont agi comme une équipe qui voulait jouer avec une équipe construite autour de John Wall et Bradley Beal, puisque quand tu regardes les joueurs qu'ils ont recrutés, bon, ils ont récupéré Davis Bertans, du coup avec Liberal Rights, ils l'ont re-signé pour 5 ans. Robin Lopez, c'est une bonne signature puisque c'est une équipe qui avait ton petit protégé Thomas Bryant, un pivot titulaire, mais c'est une équipe qui, Miami était leur meilleur intérieur défensif. Non, c'est quoi, Thomas Bryant, c'est un bon joueur offensivement, mais défensivement, c'est pas possible. Et si tu veux, entre guillemets, être sérieux, il te faut quand même un minimum de défense. On l'a dit lors du DH20, lorsque, ton pivot ne peut pas être ton troisième meilleur, ne peut pas être ton troisième pire défenseur. C'est pas possible, tu vois. Et du coup, il récupère aussi Raul Neto un peu pour faire le passe-plat, quoi, entre guillemets. Mais donc, moi, je trouve que c'est une équipe qui, avec les ressources dont ils disposaient, ont fait comme si ils allaient construire quelque chose toujours autour de John Wall et Bradley Beal cette saison. Et moi, je pense pas que John Wall verra sa demande de transfert réussie, sauf si c'est contre Russell Westbrook. Ouais, je pense pas non plus. Moi, c'est juste, je suis un homme de symbole. Moi, c'est le symbole c'est plus le symbole. Et je suis totalement d'accord. Le contrat de John Wall alors, il y a une bataille. On va revenir sur ce sujet d'après. Il y a une espèce de bataille pour qui est le pire contrat NBA en ce moment. Les Hornets ont décidé de s'inviter dans cette bataille. On sait pas trop pourquoi, mais je trouve quand même que le fait que Wall demande son trade, c'est quand même un symbole et surtout, ça prouve aussi qu'il y a eu un changement qui est totalement perceptible pour nous, mais qui n'a peut-être pas été pour John Wall, parce que c'était certains insiders de Washington qui expliquaient que Wall a peut-être pas apprécié que ça devienne l'équipe de Beal. Et même les dirigeants, dans leur déclaration, clairement, c'est assumé, c'est l'équipe de Bradley Beal. Sauf qu'en fait, depuis la dernière fois où John Wall mettait le pied sur un terrain, c'était l'équipe de Wall. Et en fait, en son absence, il y a peut-être eu ce basculement. Je pense que pour John Wall, c'est peut-être difficile à vivre, ce qui explique sa demande de transfert. En soi, Bradley Beal est un bien meilleur joueur que John Wall. Il n'y a pas de débat en 2020. Mais je pense que c'est peut-être l'ego du mec qui, depuis 10 ans, voit la franchise construite autour de lui, qui a peut-être parlé. Effectivement, mais il faut aussi, que John Wall se rende compte de la réalité qui est la sienne. Comme tu l'as dit, ça fait des mois, voire des années maintenant qu'on l'a pas vu jouer au basket. Et entre-temps, il s'est quand même passé des choses. Je veux dire, la vie d'une franchise ne tourne pas qu'autour de ta personne. Il fallait que Washington fasse malgré une perte considérable. Et pendant ce temps-là, moi, ce que j'ai aimé justement,
c'est la relation justement entre les joueurs majeurs des Wizards et leur front office. À aucun moment justement les Wizards n'ont laissé transpirer le fait de vouloir transférer John Wall. Je pense que évidemment leurs oreilles pouvaient être ouvertes et que si un petit peu à l'image de ce que avait fait Presti avec Westbrook, peut-être s'asseoir autour d'une table et voir un petit peu quelles sont tes options. Mais par exemple, Bradley Beal est quelqu'un qui me semble assez juste aussi dans la manière de gérer toute sa relation avec sa franchise, sachant qu'à aucun moment lui-même n'a demandé son trade. Il est même allé à la surprise générale jusqu'à prolonger son contrat. Voilà, nous, c'est parce que c'est le jeu qui veut ça et parce que l'actualité le demande, mais tout le monde s'amuse un petit peu à se demander quel genre de trade pourra accepter Washington pour un joueur comme Bradley Beal. Mais là, John Wall, le timing, je le comprends pas vraiment en fait. C'est le timing, oui. Le timing, il est incompréhensible. Complètement. C'est vraiment le timing. Et du coup, moi, j'ai été très surpris. Et là, c'est le cas de John Wall. On a eu le cas de James Harden. Par le passé, on a eu ceux de Jimmy Butler, ceux de Kyrie Irving. Enfin, c'est vrai que c'est une ligue de joueurs. LeBron James leur a donné un véritable pouvoir. Il y a aussi le syndicat des joueurs, notamment emmené par Chris Paul, qui a abondé dans ce sens-là. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, ça commence à faire un petit peu trop. Notamment pour des joueurs comme James Harden, pour qui la franchise s'est totalement dépouillée pour le satisfaire. Voilà, à la moindre petite chute de compétitivité, tu demandes ton trade. Il y a quand même quelque chose d'assez injuste et je sais qu'on me rétorquera le fait que les franchises n'hésitent pas quand certains joueurs sont rincés à les transférer. Là, c'est pas le cas de ces deux joueurs. C'est pas le cas de ces deux joueurs. C'est vraiment des franchises qui ont tout fait pour les contenter et ça me surprend beaucoup. Je suis assez d'accord. On aura forcément un débat là-dessus. On en avait eu avec Tom il y a un peu plus d'un an, après l'arrivée de Chris Paul. Justement, non, l'arrivée de Kawhi Leonard et de Paul George. Il y avait deux Paul, c'est pour ça. De Paul George du côté des Clippers, on s'était dit, est-ce que ça sonne pas un peu là? Et moi, pour finir sur le point de John Wall avant d'enchaîner, ce que je trouve très symptomatique, tu as fait la liste, il y a des gens qui ont demandé leur trade. John Wall, souvent, ça s'inscrit en gros deux grosses idées. J'en ai marre, je veux un nouveau contrat, transférez-moi. Je veux aller dans une équipe qui a plus de chances pour le titre. John Wall, si c'est, il a déjà son nouveau contrat. Ça fait 8 ans qu'il joue pas le titre, John Wall. Donc, c'est là où le timing pour moi est totalement. C'est là où pour moi le timing. Il est incroyable avec John Wall. Mais c'est surtout qu'il n'a pas la capacité. Ça fait 8 ans qu'il joue. Mais surtout qu'il n'a pas la capacité de t'emmener au titre. C'est même pas sur le joueur, hein, c'est la franchise en fait. Bien sûr. Si te plaindre en fait, je critique pas John Wall, je suis juste, je comprends sa demande de trade, je la comprends pas en novembre 2020. En fait, c'est juste, je vois pas pourquoi elle atterrit en novembre 2020. Très bien. Eh bien, on va pouvoir enchaîner par un truc que j'ai pas non plus compris. Essayez de me dire, les gars, pourquoi les Hornets ont donné 120. On vous avoue, à ce moment-là, j'ai fait ma trame. On devait parler du Jazz. Puis c'est passé un truc complètement, c'était mars. Les Hornets ont donné 120 millions sur 4 ans à Gordon Hayward. J'ai même pas de questions sur mes fiches. Est-ce que vous trouvez Tom trouve toujours un sens. Mais est-ce que tu trouves un sens que tu arrives à, je sais pas, à rationaliser, Tom, dans ce move? En fait, je pense que, faut mettre un astérix en plus de ce que tu as dit, sans avoir le cap space pour le faire. Ce qui veut dire que c'est là où ça devient incroyable. C'est que, du coup, on utilise la stretch provision. Donc, on va couper le salaire de Nicolas Batum, on va l'étaler sur 3 ans. Ce qui fait donc que si on rentre dans des calculs mathématiques pas si fou que ça, Gordon Hayward te coûte 40 millions par an. C'est le prix des mecs au Supermax pour Gordon Hayward. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je veux comprendre, en fait. Alors, je pense que Gordon Hayward, comment dire? Je pense que comment dire? J'ai du mal à trouver j'ai du mal à trouver galère, c'est qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a des raisons. Par exemple, tu vois, les Hornets, typiquement, je pense que tu vois, ils ont recruté la Melo Ball et ils se sont dit qu'ils auront peut-être besoin d'un vétéran qui fit avec les autres joueurs qu'il y a autour. Gordon Hayward, quand tu prends le joueur, attention, quand tu prends le joueur, le contrat, il est inexplicable. Pour moi, le contrat, il est inexplicable. On est d'accord, ouais, le contrat. Mais quand tu prends, Mais quand tu prends le joueur Gordon Hayward et la théorie du joueur Gordon Hayward et ce qu'il fait par rapport aux pièces qu'il y a déjà chez les Hornets, ça fait sens.
c'est le type de joueur que tu veux à côté, par exemple, de Ball, de la Melo Ball, enfin, de Rosier. C'est un joueur qui est à l'aile. Ils ont un trou à l'aile béant, puisque à l'aile, il jouait, c'est qui jouait? C'était Marvin Williams avant qu'il parte aux Bucks, Miles Bridges, Dwayne Bacon. Tu vois, enfin, passer de Ouais. ces joueurs-là Batum joue à. plus. Ouais, Batum ne joue plus. Donc, passer de ces joueurs-là à Gordon Hayward, c'est une énorme. Franchement, c'est un énorme upgrade. Est-ce que ça vaut le coup? Puisque on sait que Gordon Hayward, dans cette équipe-là, il va servir d'élévateur de plancher. Et du coup, tu t'enlèves, entre guillemets, le potentiel de repartir sur une reconstruction pour un joueur qui, voilà, qui va te garantir d'aller au play-in. Peut-être que c'est le nouvel objectif des Hornets, c'est le play-in, tu vois, c'est même plus la 8e place, c'est le play-in, tu vois, vu qu'il y a un play-in maintenant. Donc, tu te dis que, en fait, à signer Gordon Hayward, c'est peut-être le côté vraiment être respectable, être regardable, entre guillemets, hein, être regardable et ne pas servir d'équipe qui ingère des contrats et tout ça. Et on sait que plus que personne d'autre, les Hornets sont totalement traumatisés par la dernière reconstruction parce qu'ils ont vu passer Anthony Davis, ils ont pris MKG juste après. Donc, tu vois, quand ils ont tanké pour Anthony Davis, ils se sont retrouvés avec MKG et ça, je pense qu'il y a peut-être un traumatisme. Je pense qu'il y a peut-être un traumatisme. Là où je suis moyennement d'accord, Tom, c'est que ça fait 8 ans et depuis, je trouve. Alors, je vais donner la parole à Elias, mais je trouve quand même que, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ces Hornets, et je suis vraiment désolé pour les fans de Hornets, je trouve que on leur laisse passer beaucoup de choses et que les Knicks et les Kings en prennent beaucoup dans la tête quand on voit la gestion des Hornets qui est quand même plus que douteuse. Parce que il y a eu le contrat de Nicolas Batum avant, qui n'a pas marché. Il y a eu le contrat de Marvin Williams avant. Ça fait 3 contrats de suite sur des ailiers qui sont, au moment de la signature, on le sait, qui sont au-dessus de leur valeur. Là, honnêtement, là, moi, je me demande, enfin, c'est des négociations, la free agency. Tu as surenchéri sur qui à ce prix-là? Qui est-ce qui, dans la ligue, venait avec un prix, ne serait-ce qu'un petit peu en dessous sur Gordon Hayward? Je pense que c'était peut-être le seul moyen qu'il arrête le sign and trade. C'est des histoires de comme quoi Gordon Hayward, il y avait un deal qu'il attendait de 4 ans à 100 millions chez Indiana. Ouais. Enfin, à Indiana, du coup, avec sa famille là. Peut-être 4 ans, 100 millions, les gars. Il y a 5 de plus. Il y a son avis sur ça. On va être honnête, hein, quand c'est arrivé sur WhatsApp, le WhatsApp du site, c'était un grand moment. Bah, écoute, moi, ça m'a fait tout de suite relativiser la signature de Plumlee. Donc, en fait, moi, ok, les arguments de Tom m'ont plutôt convaincu, mais j'ai un bémol. Enfin, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est la longueur du contrat, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que tu files un super gros contrat, par exemple sur 2 ans en 1+1 avec une player option, par exemple, à Hayward. Allez, pourquoi pas? Parce que voilà, certains m'ont expliqué que sur Twitter, j'ai vu passer des trucs. Oui, mais c'est parce que il y a des petits marchés, les gros marchés. Bref, un petit peu. Il manquait juste en fait, tu sais, la coquille sur la tête et ça s'appelait Calimero. Enfin, faut arrêter. Il y a des franchises qui travaillent très bien, d'autres moins. Vous avez fait l'historique, donc moi, je pense pas que ce soit uniquement une question de marché, c'est aussi une question de gestion. Est-ce qu'il faut se souvenir de qui est à la tête des Charlotte Hornets? Le même propriétaire qui a drafté par exemple Kwame Brown. Enfin, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais voilà, on sait que mais après il y a un autre élément que j'arrive pas à saisir dans le cadre de la signature de Gordon Hayward, c'est pourquoi ne pas avoir justement ne pas être allé dans le sens d'un sign and trade. Je pense qu'il aurait arrangé tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de, on rappelle un Mitch Kupchak, ancien des Lakers, le deal était avec les Celtics. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, je sais pas. Bah, j'avoue que je vais. Kupchak, rappelez-vous, Kupchak, c'est le mec qui signe Mozgov à 64 millions à l'entrée de la free agency et lui Holden aussi. En plus. Et justement, notre débat hier, c'était de se dire, il est où sur l'échelle Mozgov, hein, ce contrat-là? Parce que le contrat, Tom, tu l'as résumé, c'est inconcevable. Et moi, j'adhère pas. Tu l'as dit, Ilias, j'adhère pas vraiment à cette théorie du petit marché ici, parce que c'est pas. Alors, avoir des bons joueurs de basket, on va y revenir plus tard quand on parlera d'autres équipes en construction. Pour moi, ça a de la valeur. Je suis totalement d'accord. Mais on est dans une free agency où il y a très peu d'équipes qui ont du cap space et il y a très peu, et tout le monde ziote 2021. Donc, en gros, tu as 2 choix. Soit t'offres
l'argent, soit t'offres la longueur. Ils ont offert les deux à Gordon C'est Hayward. ça. C'est la combinaison des deux, en fait, que j'arrive pas à comprendre, moi. Je comprends pas, en fait. Tu lui aurais, On avait un élément quand même, Ben, c'était le fait que c'était quand même non négligeable. On aurait pu peut-être imaginer un gros contrat pour Gordon Hayward, mais peut-être pas de cette ampleur, dès l'instant où il a opt-out. Dès l'instant où il a décliné sa player option, on savait que il y avait déjà eu des négos avec certainement des franchises comme Indiana et comme Charlotte. Mais là, enfin, je veux dire, et il faut prendre tous les éléments en considération, comme l'a dit Tom. C'est-à-dire que tu vas non seulement le payer 30 millions, et de par le fait de dégager Nicolas Batum et de stretcher son salaire, tu te rajoutes 9 millions dans les dents. C'est ça, juste que moi, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que valoriser Gordon Hayward à cette prise de risque-là, pour moi, c'est de la débilité. J'arrive pas à comprendre. Et puis, déjà, je suis d'accord avec Tom, t'as même pas l'assurance qu'ils vont faire le play-in, déjà. C'est loin d'être une assurance, parce que Gordon Hayward reste un joueur qui a beaucoup raté de matchs sur les 2-3 dernières saisons. Puis surtout, on en a pas parlé, mais tu venais de sélectionner la Melo Ball. C'est pour ça que je ne souscris absolument pas à la théorie comme quoi il leur fallait un visage. Alors je connais rien à la draft, mais je sais une chose. C'est le joueur le plus bankable de la draft, la Melo Ball. C'est une certitude. Il vendra plus de maillots que Gordon Hayward. C'est une certitude. Donc, en fait, je comprends en fait l'arrivée du joueur, mais il y a un moment où aussi la NBA reste un système avec un cap, donc tu dois comprendre les intérêts financiers et ils ne font que très peu de sens pour moi. Et tu as raison aussi de dire que... Ouais, excuse-moi, vas-y Tom. Non, quand tu mets joueurs ressources ensemble, ça passe pas en fait. Quand tu mets joueurs à l'allocation des ressources ensemble, ça passe pas. Mais après, tu vois, le truc avec Hayward, faut se rappeler que ce sont les mêmes Hornets qui avaient déjà proposé le premier contrat à Hayward quand il a signé son offer sheet à Utah. Mais c'était déjà un autre joueur. Peut-être qu'ils sont amoureux. Ouais, mais je sais pas, hein. C'est ça. Ouais. Mais ils ont un amour irrationnel pour le joueur et peut-être que, enfin voilà, ils voulaient absolument Gordon Hayward. Et le seul moyen. Attention, il faut rendre son dû à Mark Bartelstein. Hein. Enfin, Bartelstein, Jeff Schwartz. Ouais, ces gars-là, les gars vont respecter. Il y a des agents NBA, c'est des magiciens, hein, parce que c'est incroyable. Ouais, je pense que clairement, hein, les Hornets, c'est ça. Je pense qu'ils se sont dit. Voilà, on n'a personne à l'aile. Il nous faut quelqu'un à l'aile pour faire notre équipe fonctionner, pour améliorer entre guillemets l'équipe. Puisque, enfin, Gordon Hayward dans cette équipe-là, il fait sens pour les 2 prochaines années. Hein. C'est pas choquant pour les 2 prochaines années, c'est pas choquant. Pour 4, là, ça l'est beaucoup plus. Mais l'amener jusqu'à 35, c'est compliqué. Et surtout, enfin, avec Hayward aussi, enfin, si tu le ramènes, si t'es prêt à dépenser 39 millions de dollars la saison pour pouvoir l'ajouter à ton effectif, c'est forcément pour le faire jouer. Mais justement, les 3 dernières saisons de Hayward et son dossier médical, enfin, Alan pourrait nous en dire beaucoup. Enfin, c'est une horrible blessure dès son premier match avec les Celtics. Et après, malgré son retour, ça ne s'est pas arrangé. Il a été écarté plusieurs fois. Et là, l'exemple le plus récent, c'est qu'il se blesse au premier tour des playoffs et qu'il rate justement tout le deuxième tour. Donc, c'est-à-dire qu'il est plus All-NBA. Il est plus. Il n'a jamais été. Voilà, il a pas vraiment. Enfin, il est beaucoup moins fort qu'avant. Et en plus, il est une jury prone. Enfin, j'arrive pas à saisir. C'est ça l'investissement sur la longueur. On aurait eu ce contrat-là pour 2 ans. Je comprends parce que dans 2 ans, t'es pas bon. Dans 2 ans, t'es même 3. Ouais, même 3, mais là, 4. C'est 4, ouais. Tu lui donnes 4 dans un marché où il y a personne n'a de l'argent. On en parlait, les gars. Au bout d'1h30, il y avait un truc qui m'avait fait marrer dans la free agency. Il y avait plus que 3 équipes qui avaient plus de 10 millions dans leur cap. Au bout d'1h30, plus personne n'avait d'argent. C'est vrai. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Puis une dernière chose, Tom, t'as bien fait de mettre ça en avant. J'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce, les équipes sont immobiles. Si elles aiment bien un joueur en 2014, le mec arrive sur le marché 10 ans plus tard. Les équipes, il y a certains front office qui sont très attachés aux joueurs qu'elles ont aimés avant. T'en veux un, par exemple, Paul Millsap. Les Blazers étaient encore dessus avant qu'il re-signe à Denver. Et on sait qu'au sortir de Utah, Portland le voulait déjà. Je crois qu'il avait une offer sheet ou quelque chose comme ça. Mais bon là, manque de bol, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais ils voulaient re-signer Millsap encore une fois. Autre exemple, Enes Kanter et aussi Jeff Teague. Jeff Teague qui est là atterri à Boston, du coup, l'autre équipe, l'ancienne équipe de Gordon Hayward, Jeff Teague qui a atterri à Boston, et alors que,
lorsqu'il était encore lycéen, euh, euh, Brad Stevens a essayé de le recruter à Butler. Incroyable. Ah non, mais honnêtement, je sais pas. C'est probablement, ça va arriver dans Mais il a d'autres dit ça sports. où? Ça arrive dans d'autres sports. Donc bon, on verra. Mais bon. On peut continuer et finir par les Pistons d'Ilias parce qu'il s'est passé beaucoup de choses du côté des Pistons. La draft de Killian Hayes, les arrivées. Alors là, on va revenir par peut-être un peu plus de débat. Le trade de Luke Kennard aussi, si on va du coup chronologiquement. Les arrivées de Plumlee, les arrivées aussi de mon ami Jalil Okafor, l'arrivée de Jalil Okafor, l'arrivée de Josh Jackson, l'arrivée de Jeremy Grant, le sign trade de Christian Wood, donc, qui est parti du côté de Houston. Ilias, on te laisse la parole. C'est un peu la tradition quand on parle de l'équipe d'un des membres. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette intersaison? Alors, Troy Weaver, dont je ne connaissais pas trop le travail à OKC, mais qui visiblement a fait quand même du bon travail. D'ailleurs, big up à Pierre qui m'a dit qu'il ferait des merveilles chez nous. Je dois dire que sur la fin de la free agency, ça va un petit peu mieux, mais au début, je vous cache pas que j'ai eu peur. Parce que les deux premiers moves qu'il fait sont pour moi incompréhensibles. Enfin, se délester de Bruce Brown et de Luke Kennard pour quasiment rien, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Mais vraiment. Parce que c'était deux joueurs de valeur dans ton effectif que tu aurais pu continuer un petit peu à façonner, et notamment pour Bruce Brown, qui était un petit peu, même si c'est un peu galvaudé d'utiliser ce genre de terme, il était quand même dans la culture pistonsienne, on va dire. Il était dans la culture Détroit, et c'était rapidement devenu un chouchou de notre fanbase. Après, petit à petit, bon, qu'est-ce qui s'est passé après chronologiquement? On a eu la draft de Killian Hayes. Je suis très satisfait de cette draft-là, parce que on a enfin un créateur, on a enfin quelqu'un qui est capable de travailler sur pick and roll, qui est capable de faire jouer les autres, qui a et surtout du potentiel et du talent. J'aime aussi le morphotype de Killian Hayes, sachant que c'est un long meneur, c'est un grand meneur, c'est quelqu'un qui est capable de défendre et capable d'attaquer. Et je pense qu'il est dans les conditions idéales pour pouvoir progresser. Je m'explique pourquoi, parce que par la suite, Weaver a ramené des joueurs qui vont nous permettre d'être un petit peu meilleurs, mais sans trop l'être non plus. Je ne sais pas si je peux me faire entendre. C'est-à-dire qu'il faut quand même respecter quelque chose, voilà, une ligne directrice que je me suis moi imposée. Il faut qu'on soit nul. On a une draft de l'année prochaine qui va être assez garnie en joueurs de talent, et je pense que là, on a quand même fait l'acquisition de joueurs qui nous permettront, voilà, de pouvoir construire quelque chose de sympa. Et j'aime beaucoup aussi quand même si selon certains c'est surpayé, mais moi je trouve pas vraiment. Moi, l'ajout de Jeremy Grant me plaît beaucoup. Il avait sur la table une offre similaire que celle des Pistons. Ça, il faut le savoir, de la part des Nuggets, mais en fait, lui, il estime, et je pense que ça dénote, voilà, d'une certaine confiance en lui, et il a envie de passer un cap sur le plan individuel et peut-être d'emmener un petit peu son équipe avec lui, et c'est la raison pour laquelle il a rejoint les Pistons pour avoir plus de ballons et plus de responsabilités. Après, je vois, Tom dodeliner. Oui, beaucoup. Il dodeline beaucoup, Tom. Là. Évidemment. L'évocation de Jeremy Grant, il dodeline beaucoup. Est-ce qu'il va être en capacité d'assumer ce genre de responsabilité? Ça, je ne le garantis pas. Ça, c'est une certitude. Mais en revanche, Troy Weaver, on l'a vu, c'est quelqu'un qui aime bien jouer un peu au domino. Et je pense que avoir Jeremy Grant en tant qu'asset dans ton roster, ça restera, quoi qu'il arrive, un levier de négociation intéressant pour des futurs trades. Donc, je dirais que sur l'ensemble, je mettrais un petit B- à notre ami Troy Weaver. On note à l'américaine. Voilà, exactement. un petit B- pour notre ami Troy pour cette intersaison. Tom, c'est vrai, je rejoins Ilias, tu as beaucoup dodeliné. Jeremy Grant, on a vu beaucoup de mouvements de tête. Pourquoi, Tom, au niveau de Jeremy Grant? Attendez, il y a un petit son. Il y a une musique, effectivement, il y a une musique derrière. Ok. En fait, Jeremy Grant, moi, là où je trouve que c'est un peu suspect, c'est qu'en fait, il fait plus de sens dans une bonne équipe qu'à Détroit. C'est-à-dire que, certes, il veut un meilleur rôle, mais les capacités qu'a montré Jeremy Grant, ça a plus d'intérêt dans une équipe qui a déjà des créateurs, qui a déjà quelque chose de construit autour, des joueurs de plus haut standing autour,
que dans une équipe où il n'y a rien. C'est-à-dire, tu vois, enfin, Jeremy Grant, en gros, c'est un joueur qui permet à peut-être une bonne équipe d'être meilleure, mais je pense que Jeremy Grant, c'est pas un joueur qui va permettre à une équipe moyenne de devenir, ou une équipe faible de devenir moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Et en Mm. fait, c'est là où je trouve qu'il a plus de valeur dans un effectif riche que dans un effectif en développement. Après, comme tu dis, je pense que c'est un contrat qui peut s'échanger, puisque, voilà, on l'a vu, hein, à l'aile, quand tu peux jouer des deux côtés du terrain et tu tires de loin, tu gagnes de l'argent. Autoporteur. C'est comme ça l'NBA, c'est comme ça l'NBA maintenant. Ouais. Après, pour revenir à Weaver et l'affiliation, rappelons que Weaver fait partie de l'équipe qui était à OKC, qui a transféré pour Jeremy Grant à OKC lorsqu'il était à Philadelphie. Encore un joueur Peut-être aimé. quelque chose de. Hmm. Voilà, c'est peut-être. Il y a peut-être. Le Weaver aime beaucoup, peut-être beaucoup de valeur à ce joueur-là, et c'est un peu entre guillemets, son bébé, entre guillemets, peut-être. Mm. Tu vois? Donc c'est un joueur qui voulait récupérer, et il s'est donné les moyens de le faire. Après, là où je trouve qu'il a été intéressant, Weaver, c'est qu'il a montré qu'il savait utiliser le cap. Et ça, c'est. Parce qu'au moment où il signe, Plumlee. au moment où il signe Jeremy Grant, on se dit, mais comment? Ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qui va se passer avec Christian Wood? Et en fait, le mec, il a transféré pour McGruder et aussi, du coup, Dedmon, parce qu'il a vu que ces joueurs-là, c'était des joueurs qui auraient été beaucoup plus faciles à couper et stretcher, tout simplement parce qu'ils avaient une année après la saison prochaine qui était non garantie qui était non garantie pour comment il s'appelle, Magruder, et qui était à 1 million seulement garanti pour Deadmon. Donc en fait, ce qui fait que l'argent, enfin, pour expliquer comment fonctionne il pouvait utiliser la stretch provision dessus. Pour expliquer comment fonctionne la stretch provision, c'est qu'en gros, la stretch provision, tu peux couper un joueur, un peu ce qui va se passer avec Nicolas Batum. Du coup, tu peux couper un joueur pour le nombre d'années, et tu divises la somme par le nombre d'années qui reste sur son compte, fois 2, et tu rajoutes une année. Donc du coup, euh, là, ce qui se passe, c'est qu'il restait 2 ans à chacun des joueurs. Donc du coup, il peut stretcher le contrat sur 5 ans. Donc les 19 millions, il va les stretcher sur 5 ans, ce qui te fait un cap hit à peu près à 3 millions 7, 3 millions 8. Alors que tu vois, si les deux joueurs avaient juste une, on se rappelle que les deux cumulés, ils ont juste 1 million de contrats garantis pour la saison d'après la saison prochaine. Ça aurait compté que pour 3 saisons, puisque tu aurais eu la saison dernière multiplié par 2, donc ça t'aurait fait 2 plus une année. Donc au lieu d'avoir ce salaire divisé par 3, là tu l'as divisé par 5 grâce à la règle du salaire, parce que leur salaire n'est pas garanti l'année prochaine. Donc je pense qu'il a bien choisi les joueurs pour pouvoir faire ça, pour se garantir d'avoir plus de cap space lorsqu'il a ingéré Ariza. Donc du coup, je trouve qu'il a quand même montré quelque chose en termes de technique d'utilisation de cap. Il a montré quelque chose et je pense que c'est un GM à suivre dans le futur puisque je pense qu'il un peu comme Schlenk, il a ses idées et il est prêt à faire des choses peut-être non populaires ou qui peuvent choquer pour les mettre en place. Après, pour ce qui est de Mason Plumlee, moi je suis totalement choqué. Certes, c'est moins qu'une année des Awards, l'entièreté de son contrat, mais je suis choqué. Mm. Pour moi, Plumlee, c'est la même question. Euh, période de free agency où il n'y a pas d'argent, soit t'offres l'année, soit t'offres l'argent, t'offres les deux. C'est la même mécanique. Encore une fois, le joueur, je pense qu'on peut comprendre, tu vas avoir un jeune porteur de base avec Killian Hayes, avoir un pivot qui fait un peu tout bien, qui a montré qu'il pouvait sur pick and roll, qu'il pouvait recevoir la balle, qu'il pouvait un peu avoir la balle dans les mains, c'est très intéressant je trouve pour Killian Hayes. Après, oui, c'est très cher payé dans une année où, encore une fois, la même question, t'as surenchéri sur qui? T'as surenchéri sur qui sur ce joueur-là? Après, moi, le petit bémol que je donnerais juste, j'aime bien quand on met les jeunes joueurs dans des situations qui vont se reproduire par la suite. Peut-être pas avec les joueurs de très bon niveau, mais au fond, en gros, on leur fait un peu de spacing, un peu un mec, enfin, en gros, qu'on construit l'équipe avec des joueurs de moins bon niveau, mais avec les profils qui vont retrouver au plus haut niveau. Ça manque peut-être un peu de spacing, quand même. Ça manque peut-être un peu on avait un shooter identifié en la personne de Kennard. Il est plus là. Il est plus là. Il reste plus que Mikhailuk, qui est, on va dire, un vrai pur shooter. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est assez limité. Mais après, comme je te l'ai dit, c'est pas plus mal. Je pense quand même qu'on a la capacité de développer nos jeunes. Enfin, en tout cas, Kylian en l'occurrence.
Mais on va dire que l'ajout de toute cette pelletée d'intérieur m'inquiète un petit peu plus pour Sekou Doumbouya. Disons que s'il ne se met pas rapidement focus dans le travail et dans le fait de se montrer assez rapidement, c'est-à-dire que s'il ne performe pas à la hauteur des attentes du staff, il peut assez rapidement dégringoler et être envoyé en G-League. Donc on va suivre ça de près, mais il va falloir vraiment qu'il retrouve, on va dire, le flash qu'on a pu apercevoir, vous savez, en tout début d'année, là, quand il a cassé la bouche de Tristan Thompson sur un dunk. Mais disons que dans l'ensemble, je suis ni trop satisfait. Je suis encore un peu dans l'observation concernant Weaver. Il reste encore quelques petits trucs à faire. Que faire, par exemple, du contrat de Derrick Rose? Voilà, j'entendais Killian Hayes le soir de la draft dire qu'il aimerait bien être mentoré par un joueur comme Derrick Rose. Mais je pense que Weaver va chercher à s'en débarrasser et qu'il y a pas mal de contenders qui seraient prêts à peut-être sacrifier un pick ou quelque chose d'intéressant pour pouvoir récupérer Rose sur leur banc. Même si à voir, parce que je pense que Griffin est dans cette équipe-là. Hein. C'est ce que j'allais dire. Je pense que l'ajout de Plumlee aussi, Griffin peut être un intérieur qui a un intérieur qui a la balle dans la main, et peut-être qu'on anticipe aussi qu'il va bouger un moment, parce que il y a tous les plus gros contrats NBA sur des joueurs qui ne sont pas des superstars en l'état. Tous les joueurs veulent bouger. Donc il y a un moment où peut-être que Griffin, il y aura une porte de sortie, et je trouve que ça peut être bien de lui ramener déjà. De toute façon, il faut arrêter avec les jeunes joueurs. On y reviendra, on parlera d'Atlanta dans la deuxième partie. Il faut arrêter avec ce qu'on appelait donc l'héliocentrisme, donner la balle de façon totalement caricaturale à un jeune joueur. C'est pas bon pour son développement. Donc ajouter des joueurs qui peuvent prendre un peu la gonfle, c'est pas mal. Après, ça dépend les joueurs. Par exemple, si tu transfères de manière brutale après la draft de Killian Hayes un joueur comme Griffin contre un contrat équivalent comme celui de Westbrook, je dis non. Non, non. C'est pas... Et pas par rapport à Westbrook. C'est-à-dire que si tu ne draftes pas Killian Hayes et par exemple que tu prends le joueur qui apparemment était aussi sur les tablettes, qui est Patrick Williams, alors à ce moment-là, tu peux aller chercher Westbrook. D'accord. Le trade aurait du sens. Mais même si voilà, je suis pas fan et je suis pas un ayatollah du fit, j'estime quand même que quand tu as drafté un jeune joueur et que tu souhaites développer un joueur comme Killian Hayes, ou pareil un peu comme Charlotte pour la Melo Ball, tu vas pas leur ramener un Westbrook dans les pattes. Voilà. Mais il faut leur offrir un deuxième mec qui peut tenir la gonfle. Ça peut pas être ils peuvent pas être sur le terrain le seul joueur qui doit porter l'attaque. Josh Jackson. Alors, Josh Jackson, c'est la preuve que si t'es top 5 de draft, les opportunités, tu les auras à vitam aeternam. Et tu es à l'aile. Et tu es à l'aile. Oui, tu es à l'aile, tu es un peu physique. Johnson, Rondae Hollis Jefferson, tout ça, ces gars-là, ils auront l'argent, ils auront un contrat. Hein. Ils ne seront pas hors de la NBA. Hein. Il y a très peu d'élits qui sont hors de la NBA. Mais tiens, Trevor Ariza, ça fait quoi 4 ans que Trevor Ariza, il est plus bon. Oui, ouais, c'est... Bref, tu es ailier, Tom. Tu es ailier. Alors, c'est pas le cas de Joe Jackson, mais le pire, si tu es ailier et que tu mets quelques shoots, alors là, tu peux jouer jusqu'à 45 ans. Maintenant, en NBA, c'est un peu vers quoi on s'amène, mais bon, on a dû. C'est une question de génération. Aujourd'hui, je pense qu'un joueur comme Steve Novak, qui ne servait quasiment à rien il y a de ça encore 10 ans, si ce n'est shooté à 3 points, aujourd'hui, Steve Novak, c'est... Pas sûr, parce que il est pas assez bon défensivement. Faut avoir un chouïa d'assist défensif. À la Duncan Robinson, quoi. C'est ça. Ouais, Duncan Robinson, il est exceptionnel. Hein. Ouais. Parce que Steve Novak, il défendait pas un plot. Non, hein, c'est pas qu'il défendait pas, c'est qu'il ne pouvait pas défendre. Il a un peu le physique du mec qui fait son jogging le dimanche matin. Donc, après, il avait un vrai bras. Hein, il shootait vraiment assez fort. Ok, c'est là-dessus qu'on va conclure donc ces 5 premiers dossiers. On a donc eu la bataille de Los Angeles, les Warriors en plein chantier, le cas John Wall, j'ai réussi à le mettre, et aussi Gordon Hayward. Et enfin donc les Pistons, 3 pour l'Ouest, 2 pour l'Est. On va essayer de rééquilibrer ça. On va le faire avec... J'avais envie de vous dire peut-être une dernière chose concernant les Lakers. J'ai regardé leurs différents mouvements, enfin les joueurs partants. C'est là, encore une fois, qu'on voit qu'une équipe championne et encore plus dans laquelle tu as un joueur comme LeBron James, j'ai remarqué qu'ils avaient tous bougé soit pour un gros contrat, c'est-à-dire qu'ils ont pu maximiser leur salaire, ou soit vers une équipe qui jouait quelque chose d'important. Parce que tu prends des joueurs comme Dwight Howard, Avery Bradley, Rajon Rondo, qui étaient à la base sur les tablettes des Clippers, et qui d'autre est encore parti et Danny Green, enfin ils se retrouvent tous dans des situations de jouer quelque chose. Incroyable.
Après, c'est parce que de base, c'est des des bons profils joueurs, qui ont de la valeur pour des équipes qui jouent le titre. En fait, je Totalement. trouve vraiment, Exactement. on- Exactement. on en reparlera un jour, mais il y a en train de se Oui, créer. mais il y a un an, Ben, ces joueurs-là, personne n'en voulait. Oui, mais depuis, ils ont prouvé qu'ils pouvaient être intégrés dans une équipe qui joue le titre. Voilà. Mais est-ce que maintenant, la tâche pour eux, à voir maintenant s'ils sont capables de reproduire ça dans un Oui. autre contexte. C'est vrai. Totalement, mais pour moi, je trouve vraiment qu'on est en train il est en train de se créer, de se créer des types de joueurs. Il y en a certains. La valeur de Danny Green, elle est surréaliste. Le CV de Incroyable. Danny Green, il est surréaliste quand on pose bien le regard dessus. C'est ça. Bon bah voilà, messieurs, je les connais là. Si je commence à les faire revenir sur un truc, on est fini. Donc on va s'arrêter là. On s'arrête là. On va conclure la première s'arrête. partie comme ça. On vous invite, on vous l'a dit, à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, à nous suivre surtout sur YouTube. Puis nous, on marque une toute petite pause, on s'arrête un petit peu, puis on va revenir très vite pour la deuxième partie de ce podcast. On vous souhaite donc une très bonne semaine NBA. Ça se trouve, depuis au moment où on va finir ce podcast, James Harden va être tradé. Bref, il va se passer des trucs incroyables. Et puis, on vous dit à très vite. Salut! Ciao.